Bonjour, je suis Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique recherche à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Et parmi mes spécialités, il en est une qui est le lien entre le jeu vidéo et la bande dessinée. Donc c'est le sujet dont que je souhaite évoquer maintenant. Et pour ce faire, j'ai proposé de m'entretenir avec Axel Buendia, qui est à mes côtés, donc qui est directeur de l'école, enfin du CNAM, École nationale du jeu et des médias interactifs numériques. Et avec lui, donc, on va évoquer ces liens entre la bande dessinée et le jeu vidéo. Bonjour Axel. Merci Jean-Philippe. La première question va concerner plus particulièrement l'école. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur cette école, quel est son statut, depuis quand existe-t-elle, et puis surtout, qu'est-ce qu'on y forme? Alors l'école était un DESS d'abord en 2001, créé en 2001, donc ça date maintenant pas mal. Et puis c'est devenu un master en 2005. Et donc elle est à Angoulême depuis 2005. Elle forme principalement au métier des productions du jeu vidéo, que ce soit les aspects visuels, informatiques, sonores, ergonomie, mais également chef de projet, management. Et donc du coup, on couvre un peu tous les métiers. Voilà, donc on recrute des profils très variés et tout le monde travaille dans la bonne humeur pour fabriquer des jeux vidéo. Très bien. Est-ce que l'environnement angoumoisin, ce pôle image dans lequel l'école est installée, contribue ou apporte un supplément dans le cadre de cette formation? Alors on a beaucoup de chance d'être à Angoulême, Angoulême, ville de l'image, donc il y a beaucoup... il y a la BD bien sûr, tout le monde connaît Angoulême pour la BD. Il y a aussi les sites de production 3D, dessins animés ici, c'est un gros pôle de production. Et tous ces médias en fait se retrouvent souvent et les frontières sont de plus en plus floues entre ces médias. Et donc c'est une vraie richesse pour nous que de pouvoir échanger avec la BD, la 3D, etc. Et donc aujourd'hui on est là pour parler de la BD. Absolument, donc parlons-en. Alors est-ce que pour ces liens entre la bande dessinée et le jeu vidéo, est-ce que grosso modo, tu saurais nous dire à peu près quand est-ce que ces relations vont commencer entre le jeu, dont l'histoire est plus récente, le jeu vidéo j'entends, est plus récent que celle de la bande dessinée, et à quel moment donc ces deux médias, ces deux domaines viennent à se rencontrer? Alors je te laisserai parler de l'histoire de la BD parce que tu en parles beaucoup mieux que moi. Mais en ce qui concerne le jeu vidéo, en effet, le jeu vidéo c'est un médium assez récent, fin des années 70, les années 80 étant le vrai décollage pour tout le monde. Et donc dès le début du jeu vidéo, assez rapidement, on voit apparaître des licences BD transposées dans le jeu, et je pense que Superman doit être une des premières licences qui a été transposée fin des années 70. Il semblerait qu'effectivement en 79 chez Atari, on ait développé Superman, et il semblerait aussi que ça a été une très belle adaptation, enfin un très beau transfert. Un très bon jeu. Alors à l'époque, avec les technologies de l'époque, il fallait avoir un peu d'imagination. Superman c'était un carré bleu, un carré rouge et petit carré noir pour la tête, mais ça marchait bien, le gameplay, c'est un jeu de plateforme, et le gameplay était bon et bon jeu. L'histoire commence avec Superman, mais se poursuit avec d'autres personnages emblématiques ou séries emblématiques de la bande dessinée. Tout à fait, l'histoire s'est jamais arrêtée. Alors là, on parle de déclinaison de licences, qui sont le moyen un peu le plus simple d'aborder un changement de média. Mais on a vu des choses un peu plus matures, avec notamment Crash Garrett aussi, vieux jeu sur Atari ST, Amiga dans les années 80, fin des années 80, où carrément on emprunte les codes de la BD avec les bulles pour faire parler les personnages, des vignettes pour représenter les scènes d'action, des onomatopées. Bref, on reprend les codes de la BD dans le jeu vidéo. Et il y a plusieurs exemples, plus récemment 13. On va y revenir sur 13, ça marche. Effectivement des sujets, des liens entre, des connexions entre l'esthétique de la bande dessinée et puis celle du jeu vidéo. Mais avant ça, j'aimerais revenir en fait sur cette question du recours à des licences très connues de la bande dessinée, puisqu'on a évoqué les licences américaines, mais on aurait aussi pu parler, ou on pourrait parler des licences franco-belges, parmi les premiers Tintin, Astérix, les Schtroumpfs ont été adaptés, Lucky Luke, ont donné lieu à des jeux qui sont pour certains d'ailleurs mémorables, enfin, dans la mémoire de joueurs de cette époque, sont restés assez gravés. Nord et Sud. Exactement, donc est-ce que toi tu as une explication à ce choix qui est fait d'aller chercher ces licences? Je pense que les éditeurs sont aussi dans une démarche d'exploitation des licences. La BD reste un médium un peu moins cher à produire que le jeu vidéo. Et donc du coup, pour une licence BD qui marche bien, le jeu vidéo reste un second volet assez facile à mettre en œuvre. À l'époque, les projets étaient moins coûteux aussi, ce qui fait que c'était moins risqué pour eux.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les transpositions concernent plutôt les licences majeures. On va dire qu'il n'y a plus trop d'adaptations. Dans les années 80, le marché était encore jeune, il y avait de la place pour pas mal de jeux, et donc c'était un peu le moment rêvé pour adapter des licences de BD. Mais le marché est plus dur, plus saturé en ce moment, et donc c'est plutôt les très grosses licences qui sont adaptées. C'est-à-dire qu'il y a une dimension économique forte qui fait qu'on va plutôt chercher une licence qui a un potentiel et une notoriété auprès d'un public qui va lui permettre donc de, pourquoi pas, attirer le public en question vers le jeu. Donc ce cousinage et ces liens avec la bande dessinée, entre la bande dessinée et le jeu vidéo, ont donné lieu au fond à des inspirations, ont créé des inspirations mutuelles dans les deux domaines. Est-ce qu'on peut très rapidement en parler? C'est-à-dire qu'est-ce que le jeu, ou plutôt qu'est-ce que la bande dessinée a apporté au jeu et inversement, qu'est-ce que le jeu a pu apporter à la bande dessinée? Donc tout d'abord, les deux traitent d'univers graphique. Et donc là, c'est le point commun majeur entre la BD et le jeu vidéo. On a des univers qui sont riches, graphiquement évolués, avec des notions assez fortes, des empreintes assez fortes, assez marquées. Et après, c'est un peu plus flou, mais très vite les dialogues, pour exprimer les dialogues, à l'époque on n'avait pas de synthèse vocale, ce genre de choses, ni d'acteurs à enregistrer, les machines n'étaient pas assez performantes. Et donc assez vite on s'est intéressé à comment la BD finalement arrivait à montrer les dialogues. Et du coup la bulle, et effectivement la bulle, les onomatopées, tout ce qui était la démonstration du son dans les BD est apparu dans les jeux vidéo. Et puis après, il y a eu un effet de style. Donc on s'est intéressé aussi au style en lui-même pour exprimer des choses. Et on peut voir par exemple dans 13, un jeu d'action, qu'on coupe l'action parfois, où le joueur est censé jouer en temps réel. L'action est coupée par des vignettes qui apparaissent pour représenter une saccade ou un mouvement particulièrement intéressant dans l'histoire. C'est un moyen de réancrer, de se réapproprier le médium duquel était tiré le jeu. Et on parle de la bande dessinée 13, donc, qui a été créée par Jean Van Hamme et puis William Vance. Tout à fait. Qui effectivement, pour la reprise dans le jeu, a une esthétique très particulière, puisque c'est vraiment une reprise de l'esthétique de la bande dessinée. Tu peux peut-être en dire un petit mot de ces choix de travailler sur une fausse 2 dimensions, qui est celle de la bande dessinée, à l'heure où éclate dans les jeux vidéo la 3 dimensions. Tout à fait. Alors, il y a un regain. Alors, dans le jeu vidéo, on a assisté à une espèce de course à la technologie où il fallait être de plus en plus réaliste. Et puis, cette course, finalement, a fini par lasser le public. Et donc, aujourd'hui, on se réintéresse à nouveau au style et qu'est-ce que peut exprimer le style d'un jeu. Et dans le jeu vidéo 13, typiquement, le choix du rendu vidéo, par exemple, le jeu est en 3D, le choix du rendu par aplat de couleurs reprend tout à fait le style des BD, le choix de l'incrustation de vignettes. Donc tout ça fait qu'il y a une volonté forte artistique de rappeler le médium original. Et ça, c'est typiquement intéressant à voir. Alors parfois, dans les jeux, on va plus loin. Dans Comic Zone, par exemple, un jeu assez original, intéressant, on a carrément l'auteur de BD qui apparaît dans le jeu, où il dessine les monstres qu'on va devoir affronter, ou les boss, donc on voit la main du dessinateur apparaître. Donc là c'est pareil, on est dans un mouvement artistique de réappropriation du médium d'origine, et c'est un vrai message qu'on veut faire passer dans le jeu, et pas simplement oui je suis un jeu, j'utilise la même licence. Non, c'est un hommage qu'on fait à la bande dessinée. Et alors, non pas à l'inverse, mais dans le mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire depuis le jeu vers la bande dessinée, qu'est-ce qu'on peut notablement retirer de cette relation? Dans l'autre sens, en effet, on a vu apparaître des licences de jeux vidéo qui étaient exploitées dans la BD. On peut citer notamment Pac-Man, un très vieux jeu dont les BD sont apparus plus récemment. Et puis, je pense que la plus connue doit être Lara Croft, qui a donné lieu à des BD, mais en plus à des films. Et donc là, on a des personnages icônes qui savent se transposer. Donc là, on est dans une optique purement d'exploitation de licence. Et en termes d'écriture, d'influence de l'écriture du jeu vidéo sur la conception de la bande dessinée, est-ce qu'on a pu assister à des évolutions dans ce domaine-là? Est-ce que, notamment la question de la dimension de l'interactivité qui est au cœur de la relation du joueur avec le jeu, est-ce que celle-ci a une influence sur la manière dont certains auteurs de bande dessinée aujourd'hui peuvent raconter des bandes dessinées? Donc là, on est un peu à la pointe de ce qui se fait en ce moment. Donc l'idée, c'est de faire évoluer la BD, mais aussi de faire évoluer le jeu et de trouver une frontière commune, un espace commun où ils pourraient évoluer tous les deux. Donc on voit apparaître des BD interactives,
avec la plus simple, interactive étant la notion qu'on rajoute dans le jeu, finalement c'est l'interaction du joueur. La plus simple étant peut-être un défilement un peu automatique des vignettes. Il peut y avoir des choix multiples, donc vous pouvez choisir. Un peu ce que concevait Scott McCloud aux prémices en fait, de la bande dessinée numérique. Exactement. Qui était très inspiré par l'écriture vidéoludique précisément. Exactement. Ouais. Donc là, on arrive à des embranchements scénaristiques classiques qu'on retrouve dans les jeux vidéo, qu'on intègre dans une bande dessinée, et donc on implique le lecteur, et il devient acteur de sa bande dessinée en choisissant lui-même vers où oriente le scénario. On a des expérimentations où ce sont les codes de la BD qui viennent intervenir. On a eu plusieurs exemples à l'Engmin notamment, avec It's a Paper Guy. Donc là, carrément, vous êtes dans un crayonné sur du papier et vous jouez un petit personnage en papier crayonné. Et on a Story qui, du coup, vous permet d'explorer un jeu un peu d'énigme puzzle dans lequel vous devez jouer avec les bords des vignettes pour arriver à construire votre histoire et avancer dans l'histoire. Donc tout ça, en fait, nécessite ou bénéficie de l'apport de gens qui travaillent sur ces créations, et donc de métiers qui sont communs aux deux domaines. Est-ce que tu peux nous en parler? Et qui donc font aussi partie des enseignements, tu l'as rappelé tout à l'heure, de l'école. Tout à fait. Donc il y a plusieurs métiers communs. Il y a tout ce qui touche au visuel. On avait dit que la base commune tout à l'heure entre le jeu, la base la plus simple, la plus commune, c'est l'image. Et donc bien sûr, on retrouve tout ce qui est narration, image, univers, donc character designer, direction artistique, etc. Donc tous ces métiers sont communs aux jeux vidéo et à la BD, et à d'autres, ils ne sont pas uniques. Et là, du coup, il y a des passerelles qui sont assez faciles à faire. Nous, on a la chance d'être à Angoulême et du coup de profiter de ces passerelles. Ça arrive souvent que des équipes de studio ici reprennent des univers d'auteurs de BD pour les adapter et en faire un jeu. Et donc du coup, tous ces métiers autour de l'image et de la narration sont les vraies pierres fondamentales communes. Et pour aller plus loin, pour arriver à des outils un peu mixtes, interactifs, je pense que les échanges que nous menons déjà avec la Cité vont se poursuivre et permettre de voir apparaître des nouvelles œuvres plus originales dans leur approche de l'interactivité. Donc plus originales, marquées par la dimension immersive, par exemple. Est-ce que ça, c'est envisageable pour ce je n'ose plus appeler bande dessinée, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, mais qui associerait donc la relation qu'on peut avoir avec un jeu vidéo, donc l'interactivité, et d'autres médias qui viendraient s'agréger, le son, etc., pour produire un objet qui reste encore à définir. Tout à fait. Ça, c'est des recherches sur lesquelles vous penchez, des sujets sur lesquels vous avancez. Ouais. La frontière, de toute façon, la BD conquiert, comme tous les arts, s'étend, conquiert les autres arts adjacents. Et ce qui faisait le base de la BD, le strip, disparaît. Enfin, on voit dans les comics nouveaux, le strip n'existe presque plus. Les bulles même sont éclatées. Au final, on s'approprie, on cherche les frontières, on crée des nouvelles frontières, et je pense que c'est là qu'il y a des choses à faire avec l'interactivité en plus. L'immersion, pourquoi pas, il y a un vrai enjeu autour de l'immersion, elle a déjà conquis le cinéma, c'est le début, mais ça commence. Et là, il y a un vrai plaisir de s'immerger dans une bulle, pourquoi pas l'explorer en profondeur, en 3 dimensions, et puis du coup, amener, si c'était une BD d'enquête, pourquoi pas essayer de faire avancer une enquête soi-même, en essayant de trouver des indices, etc. Il y a tellement de choses à faire. Un peu, donc il y a une dimension effectivement d'expérimentation artistique qu'on peut envisager du côté de la bande dessinée, utilisant tous ces aspects. Je pense par exemple au travail que mène d'ailleurs Anthony Rajol, qui est en train de bouleverser la manière de raconter de la bande dessinée en utilisant précisément le jeu vidéo et tout ce que celui-ci charrie. On avait évoqué, alors ça remonte à un peu plus loin, Benoît Socal. Est-ce comment tu envisages en fait l'apport de Socal dans cette recherche pour aller vers un objet différent? Il a créé des univers assez exceptionnels. Il a contribué à des expérimentations interactives assez originales. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à continuer d'expérimenter, à favoriser ces passerelles qui existent déjà, mais qui sont encore petites, pour pouvoir aller plus loin. Et de toute façon, il faut savoir créer des nouveaux objets culturels, médiatiques, pour attirer un public plus large, pour trouver son public, pour faire passer des messages qui
sont parfois difficiles à faire passer avec simplement une BD ou un jeu vidéo. Donc on va être très attentif à tout cela avec l'école, enfin la cité et l'école. On aurait pu parler aussi de Marc-Antoine Mathieu, mais on aura l'occasion peut-être de revenir dans d'autres circonstances, dans d'autres temps. Je remercie Axel d'avoir bien voulu répondre à ces questions sur les liens entre le jeu et la bande dessinée. Merci bien. Si je devais rajouter un dernier point, ce serait... il y a pas mal d'études aussi qui sont faites dans la production même de la BD. Donc la BD aujourd'hui, ça accapare aussi les méthodes de production du jeu, en faisant de la 3D par exemple. On peut citer une BD comme Corridan qui a été fait avec des outils 3D à l'origine. Et aller plus loin et pourquoi pas proposer des outils de création de BD pour que les publics deviennent eux-mêmes auteurs et puissent s'exprimer. Enfin, il y a plein de choses à envisager. Les possibles sont importants, absolument. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe.